Imaginez une dernière danse, une ultime chance pour un homme qui a presque tout gagné. 5 Ligues des Champions, des Ballons d'Or, des championnats, des records que l'on pensait impossibles, des centaines de buts, une carrière qui a traversé plusieurs générations. Mais il restait un vide, la Coupe du Monde. Pour Cristiano Ronaldo, ce mondial devait être le dernier. La dernière possibilité de rejoindre définitivement ceux qui ont remporté le trophée le plus prestigieux du football. Et surtout, cette fois, le Portugal possédait sur le papier une équipe exceptionnelle. Diogo Costa, Rúben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Pedro Neto. Une génération pleine de talent, capable théoriquement d'aller très loin. Et devant eux, Cristiano Ronaldo. Mais tout s'est terminé brutalement. Portugal 0, Espagne 1. Un but encaissé dans les dernières minutes. Ronaldo reste là, presque immobile. Il comprend immédiatement. Cette fois, c'est terminé. Et une question commence alors à circuler parmi ses supporters. Le Portugal a-t-il vraiment tout fait pour aider Cristiano Ronaldo à gagner son dernier mondial ? Ou certains joueurs ont-ils davantage voulu imposer leur propre football, leur propre statut et leur propre génération ? Il faut être clair dès le départ. Il n'existe aucune preuve qu'un joueur portugais ait volontairement voulu faire perdre Cristiano Ronaldo. Il n'existe aucune preuve d'un complot. Mais le football n'est pas toujours aussi simple. Le sabotage peut être volontaire, mais il peut aussi être inconscient. Il peut naître des égos, des rivalités de statut, du désir de devenir le nouveau leader, du refus de jouer constamment pour un seul homme. Et peut-être que le problème du Portugal se trouve précisément là. Cette équipe n'a jamais vraiment décidé si elle voulait encore construire autour de Cristiano Ronaldo ou commencer à vivre sans lui. Avant même le tournoi, la question était déjà posée. Ronaldo devait-il encore être titulaire ? À son âge, pouvait-il encore jouer au plus haut niveau ? Le Portugal était-il meilleur avec lui ou sans lui ? Ces débats existaient déjà 4 ans plus tôt. Lors du Mondial 2022, Ronaldo avait commencé un match important sur le banc. Le Portugal avait ensuite écrasé la Suisse 6 buts à 1. Gonçalo Ramos avait marqué 3 fois. Pour les critiques de Cristiano, la conclusion semblait évidente. Le Portugal jouait mieux sans lui. Mais quelques jours plus tard, contre le Maroc, Ronaldo avait encore commencé sur le banc. Cette fois, le Portugal avait été éliminé. Cristiano avait quitté le stade en larmes. Le débat n'avait donc jamais vraiment été réglé. Et 4 ans plus tard, il revenait encore plus fort. Mais le problème était différent. Cristiano Ronaldo n'était plus le joueur capable de prendre le ballon au milieu de terrain, d'éliminer 3 adversaires et de marquer seul. Tout le monde le savait. À ce stade de sa carrière, Ronaldo avait besoin d'une équipe capable de le servir. De centres, de passes verticales, de ballons dans la surface, de joueurs capables de prendre des risques. Et justement, le Portugal possédait certains des meilleurs créateurs du monde. Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves. 3 joueurs capables de trouver des espaces. 3 joueurs capables de casser des lignes. 3 joueurs capables d'offrir des ballons à un grand attaquant. Et pourtant, pendant certaines séquences décisives, une impression étrange apparaissait. Cristiano faisait un appel. Le ballon repartait derrière. Cristiano se déplaçait entre 2 défenseurs. Le ballon circulait sur le côté. Cristiano attaquait la surface. Le centre n'arrivait pas. Et les supporters de Ronaldo commençaient à devenir fous. Parce qu'à leurs yeux, quelque chose n'était pas normal. Comment une équipe aussi talentueuse pouvait-elle avoir autant de difficultés à trouver l'un des plus grands buteurs de l'histoire ? Et c'est là que les accusations de jalousie ont commencé. Bruno Fernandes a été particulièrement visé. Pourquoi ? Parce que Bruno est lui aussi un leader. Dans ses clubs, il aime contrôler le jeu. Il veut tirer, créer, décider, être au centre du projet. Mais en sélection, il y a toujours Cristiano Ronaldo, le capitaine, le symbole, la légende, l'homme qui attire toutes les caméras. Imaginez la situation. Bruno fait une grande passe. Ronaldo marque. Qui devient le héros ? Ronaldo. Le Portugal gagne. Qui fait la lune ? Ronaldo. Cela signifie-t-il que Bruno est jaloux ? Non. Nous n'avons aucune preuve pour l'affirmer. Mais croire que les grands joueurs n'ont pas d'ego serait naïf. Tous veulent exister.
Tous veulent devenir décisifs. Tous veulent laisser une trace. Et dans une équipe qui vit depuis plus de 20 ans sous l'ombre immense de Cristiano Ronaldo, il est normal de se demander si certains joueurs ne rêvent pas du moment où cette ombre disparaîtra enfin. Mais le problème ne concerne pas seulement Bruno. Il y a aussi Vitinha, un joueur capable de contrôler le rythme d'un match, un joueur technique, propre, intelligent. Mais contrôler n'est pas toujours attaquer. Un milieu peut réussir énormément de passes et ne jamais vraiment faire mal à l'adversaire. Il peut toucher le ballon 100 fois sans créer une seule occasion décisive. Et le Portugal est parfois tombé dans ce piège. Le ballon circulait, le jeu semblait maîtrisé, mais le danger n'arrivait pas. Or, Cristiano Ronaldo n'avait plus besoin d'une équipe qui garde le ballon. Il avait besoin d'une équipe qui crée. Puis, il y a João Neves, la nouvelle génération, le symbole du Portugal d'après Ronaldo. Jeune, technique, rapide, moderne. Et là encore, le conflit est surtout symbolique. Cristiano représente l'ancien Portugal, celui qui dépendait presque entièrement d'un homme. João Neves représente le futur, un Portugal collectif, un Portugal qui veut prouver qu'il peut gagner autrement. Et c'est peut-être là que le vrai problème apparaît. Le Portugal n'a jamais trouvé l'équilibre entre son passé et son avenir. Il n'a jamais décidé ce qu'il voulait être. Une équipe construite autour de Ronaldo ou une équipe dans laquelle Ronaldo joue simplement parce qu'il est impossible de le retirer. Ce sont deux projets complètement différents. Et cette hésitation se voyait sur le terrain. Si Ronaldo doit jouer, alors il faut adapter une partie du système à ses qualités. Il faut accepter qu'il ne fasse plus le même pressing qu'avant. Mais en échange, il faut utiliser ce qu'il fait encore mieux que presque tout le monde. Se placer, sentir le danger, finir les actions, marquer avec très peu d'occasions. Le pire choix possible était donc celui du Portugal. Faire jouer Ronaldo sans vraiment jouer pour Ronaldo. Supporter ses limites physiques, mais ne pas exploiter pleinement ses qualités offensives. Et sur ce point, le principal responsable n'est peut-être pas Bruno, ni Vitinha, ni João Neves. Le principal responsable est peut-être l'entraîneur, parce que c'est à lui de décider. S'il pense que Ronaldo est encore indispensable, il doit construire une équipe capable de l'alimenter. S'il pense que le Portugal joue mieux sans lui, alors il doit avoir le courage de le mettre sur le banc. Mais essayer de satisfaire tout le monde crée une équipe sans véritable identité. Vitinha veut contrôler, Bruno veut organiser, João Neves veut combiner, les ailiers veulent provoquer, Ronaldo veut conclure. Mais qui relie tout cela? C'est là que le Portugal a échoué. Et la comparaison avec l'Argentine de Lionel Messi est terrible. En 2022, l'Argentine avait compris une chose très simple. Messi était au centre du projet. Ses coéquipiers couraient pour lui, défendaient pour lui, acceptaient parfois de rester dans l'ombre. Le groupe avait une mission commune, faire gagner l'Argentine et faire gagner Messi. Les deux objectifs étaient devenus presque inséparables. Au Portugal, cette union totale n'a jamais vraiment existé autour de Ronaldo. Chaque match semblait devenir un débat. Faut-il jouer pour lui? Faut-il l'enlever? Prend-il trop de place? Les autres joueurs sont-ils bloqués? Chaque passe ratée devenait une polémique. Chaque but devenait une réponse. Et dans cette confusion, le Portugal a oublié l'essentiel. Une Coupe du Monde se gagne avec une mission commune. Cristiano voulait gagner son dernier mondial. Les jeunes voulaient construire leur propre histoire. Les milieux voulaient imposer leur football. Le sélectionneur voulait satisfaire tout le monde. À la fin, personne n'a obtenu ce qu'il voulait. Alors oui, les accusations de jalousie vont continuer. Certains supporters regarderont les images. Ils montreront un appel de Ronaldo, puis une passe en arrière, un centre qui n'arrive pas. Une frappe tentée alors qu'une passe était possible. Et ils diront « Regardez, il ne voulait pas lui donner le ballon. » Mais il faut rester honnête. Une mauvaise passe ne prouve pas une jalousie. Une mauvaise décision ne prouve pas un complot. La vraie question est beaucoup plus simple. Pourquoi une équipe aussi talentueuse n'a-t-elle pas réussi à offrir à son meilleur buteur les conditions nécessaires pour décider du dernier grand tournoi de sa carrière? Car Ronaldo avait souvent porté le Portugal. Pendant des années, il avait marqué, supporté la pression, affronté les critiques, pris les responsabilités. Et lorsque lui avait finalement besoin que la nouvelle génération le porte, elle n'y est pas parvenue. Peut-être pas par jalousie, peut-être pas volontairement, mais par manque de cohésion,
Par manque d'audace, par mauvais choix, par rivalité de statut, par incapacité à choisir un véritable projet. Cristiano Ronaldo avait passé toute sa carrière à refuser la défaite. Mais pour son dernier mondial, son pire adversaire n'était peut-être pas seulement l'Espagne. Ce n'était peut-être pas seulement son âge. C'était peut-être une équipe qui n'a jamais décidé si elle voulait encore vivre avec lui une dernière aventure, ou commencer enfin à vivre sans lui. Et maintenant, il est trop tard. La question restera peut-être pour toujours. Que se serait-il passé si pour une dernière fois, tout le Portugal avait réellement décidé de jouer pour Cristiano Ronaldo ?